Le 23 août 1996, 3 jeunes étudiants parisiens sont sortis pour assister à un concert dans une salle de musique du quartier latin. Julien Mercier, 22 ans, Mathias Fontaine, 21 ans, et Sophie Garnier, 20 ans, n'ont jamais franchi à nouveau la porte de leur appartement partagé rue Mouffetard. Leurs clés étaient restées sur la table de la cuisine. Leur sac à dos traînait encore dans leur chambre. Le lait dans le réfrigérateur a tourné pendant que leur famille les cherchait désespérément dans tout Paris. Pendant 25 ans, leurs proches ont vécu dans un vide insupportable, sans réponse, sans corps, sans la moindre piste concrète. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont épuisé toutes les hypothèses. Les avis de recherche ont jauni sur les murs du métro. La vie a continué pour tout le monde, sauf pour ceux qui attendaient encore un signe, un mot, une explication. Et puis, en juin 2021, lors de la démolition d'un immeuble abandonné dans le quartier de Belleville, quelqu'un a trouvé quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. Un vieux t-shirt noir délavé, coincé derrière une cloison murée depuis des décennies. Un t-shirt qui portait encore le logo du concert de cette nuit-là. Un t-shirt qui appartenait à Julien Mercier. Et sur ce tissu usé par le temps, des taches qui racontaient une histoire que personne ne voulait entendre. Comment un vêtement porté lors de cette dernière soirée s'est-il retrouvé dans un bâtiment à 3 kilomètres de la salle de concert? Pourquoi était-il caché derrière un mur? Et surtout, que révéleraient des analyses scientifiques qui allaient enfin briser le silence de 25 années? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Paris, été 1996. La ville vibrait encore de l'euphorie de l'Euro de football qui venait de s'achever en Angleterre. Les terrasses des cafés du quartier latin débordaient d'étudiants profitant des longues soirées de juillet et août avant la rentrée universitaire de septembre. C'était une époque où les téléphones portables commençaient à peine à se démocratiser, où l'on se donnait rendez-vous à des heures précises sans possibilité de prévenir d'un retard, où disparaître signifiait vraiment disparaître. Julien Mercier avait grandi dans le 14e arrondissement, fils unique de Catherine Mercier, professeur des écoles à l'école primaire de la rue du Château. Son père était mort d'un cancer du poumon quand Julien avait 15 ans, le laissant seul avec sa mère dans un appartement de 3 pièces près de la place d'Enfer-Rochereau. Grand, les cheveux châtains souvent négligés, Julien étudiait la philosophie à la Sorbonne et travaillait le week-end dans une librairie du boulevard Saint-Michel pour payer sa part du loyer de l'appartement qu'il partageait avec ses 2 meilleurs amis. Mathias Fontaine venait de Montreuil, en banlieue Est. Son père, André, était facteur depuis 30 ans. Sa mère, Sylvie, femme de ménage dans un lycée. Mathias était le premier de sa famille à faire des études supérieures, inscrit en 2e année de cinéma à l'université Paris 8. Petit, nerveux, toujours une caméra Super 8 à la main, il filmait tout, documentait tout. Ses parents gardaient précieusement dans leur salon toutes les cassettes VHS de ses courts-métrages amateurs. Sophie Garnier était arrivée à Paris en octobre 1994, originaire de Tours. Sa mère, Véronique, infirmière au CHU de Tours, avait économisé pendant des années pour permettre à sa fille d'étudier la littérature française à Paris. Sophie écrivait de la poésie, remplissait des carnets de moleskine noire, de vers, qui parlaient de solitude urbaine et de connexions humaines. Rousse, couverte de taches de rousseur, elle portait toujours des pulls trop grands et des jupes longues achetées aux puces de Montreuil. Les 3 amis s'étaient rencontrés lors d'une soirée étudiante dans un bar de la rue de la Huchette, en novembre 1994. Une connexion immédiate s'était créée entre eux, cette alchimie rare qui fait qu'on se sent compris sans avoir besoin d'expliquer. En janvier 1995, quand un appartement s'était libéré au 5e étage sans ascenseur d'un immeuble de la rue Mouffetard, ils avaient décidé de le prendre ensemble.
3 chambres minuscules, une cuisine où on pouvait à peine se croiser, une salle de bain avec une baignoire aux pieds griffus et des tuyaux qui grinçaient à la nuit. Mais c'était leur royaume, leur refuge, le lieu où ils passaient des nuits entières à débattre de Sartre, de Godard et de Rimbaud, en fumant des gauloises et en buvant du vin rouge bon marché. Leur appartement était devenu le point de ralliement d'une petite communauté d'étudiants, artistes et rêveurs. Damien Leclerc, un camarade de classe de Julien, y passait presque tous les soirs. Il étudiait lui aussi la philosophie, mais venait d'une famille aisée du 16e arrondissement et ne comprenait pas vraiment les difficultés financières que les autres affrontaient. Grand, blond, toujours habillé avec élégance même pour aller en cours, Damien avait grandi dans le confort d'un appartement de 150 mètres carrés, avenue Foch. Ses parents, tous deux avocats, lui versaient une généreuse pension mensuelle. L'été 1996 avait été particulièrement chaud. Paris suffoquait sous une canicule qui transformait le métro en sauna et rendait les nuits dans l'appartement presque insupportables. Julien travaillait plus d'heures à la librairie pour économiser de l'argent. Mathias avait décroché un stage non rémunéré dans une petite maison de production du 11e arrondissement. Sophie donnait des cours particuliers de français à des lycéens en difficulté. Damien, lui, était parti 3 semaines en Grèce avec sa famille avant de revenir à Paris fin juillet. La scène musicale parisienne de l'époque était effervescente. Le rock alternatif français commençait à trouver sa voie, mélangeant influences anglo-saxonnes et textes en français. Des groupes comme Noir Désir et Dominique A remplissaient des salles de plus en plus grandes. Mais c'était dans les petits clubs du quartier latin et de Belleville que se jouait la vraie vie musicale underground. Ces endroits où pour 15 ou 20 francs, on pouvait voir 3 groupes dans une cave humide, où la bière était tiède et la fumée si épaisse qu'on avait du mal à respirer. Le jeudi 22 août 1996 au soir, Julien est rentré à l'appartement vers 19 heures, épuisé par une journée de travail à la librairie. Mathias était déjà là, affalé sur le canapé du salon, feuilletant un numéro des Cahiers du cinéma. Sophie est arrivée une demi-heure plus tard, portant un sac de courses du Franprix du coin, de quoi préparer des pâtes pour le dîner. Ce soir-là, devait avoir lieu un concert à la Marquise, une petite salle de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, à 10 minutes à pied de chez eux. 3 groupes locaux devaient se produire, dont les Âmes Errantes, un groupe de post-punk que Julien adorait. Le concert avait été annoncé sur des flyers photocopiés collés un peu partout dans le quartier latin depuis 2 semaines. L'entrée coûtait 20 francs, moins de 30 francs, avec une boisson. Vers 20h30, Damien est arrivé à l'appartement. Il avait l'air fatigué, préoccupé. Il venait de passer la journée avec ses parents qui insistaient pour qu'il prépare un stage dans le cabinet d'avocat de son père, plutôt que de perdre son temps avec des études de philosophie qu'il jugeait inutiles. La tension familiale était palpable depuis son retour de Grèce. Les 4 amis ont mangé ensemble dans la cuisine, assis sur des chaises dépareillées autour d'une petite table en formica qui avait connu des jours meilleurs. Sophie a préparé des spaghettis aglio et olio, l'ail grésillant dans l'huile d'olive bon marché. Ils ont ouvert une bouteille de Côte-du-Rhône, achetée au supermarché. L'atmosphère était légère, détendue. Mathias racontait une anecdote sur son stage, imitant son patron qui prenait des airs importants alors qu'il produisait des publicités pour des supermarchés. Vers 22 heures, la discussion s'est tournée vers le concert. Sophie était enthousiaste. Elle n'avait jamais vu les Âmes Errantes en live et avait envie de se changer les idées après une semaine difficile où un de ses élèves de cours particuliers avait abandonné, la privant d'un revenu dont elle avait besoin. Julien était d'accord. Il avait acheté les t-shirts du groupe la semaine précédente lors d'un autre concert. 3 t-shirts noirs avec le logo du groupe en blanc. Un pour lui, un pour Mathias, un pour Sophie. Mathias hésitait. Il avait mal à la tête et se sentait vraiment fatigué, mais finalement il s'est laissé convaincre. Damien, par contre, a décliné l'invitation. Il a expliqué qu'il devait rentrer chez lui, que ses parents attendaient et qu'il dîne avec eux le lendemain, et qu'il voulait se coucher tôt.
Il avait aussi avoué, un peu gêné, qu'il n'avait pas les 20 francs pour l'entrée sur lui, et ne voulait pas demander à ses amis de payer pour lui, sachant leur situation financière tendue. Julien a insisté, disant qu'il pourrait lui prêter l'argent, mais Damien a refusé avec un sourire fatigué. Il est parti vers 22h15, descendant les 5 étages à pied, ses pas résonnant dans la cage d'escalier. Julien, Mathias et Sophie se sont préparés. Ils ont enfilé leur nouveau t-shirt noir. Sophie a attaché ses cheveux roux en une queue de cheval haute. Mathias a pris sa caméra Super 8, comme toujours, avec l'intention de filmer quelques plans du concert. Julien a glissé son portefeuille dans la poche arrière de son jean délavé. Aucun d'eux n'a pris de veste, malgré l'heure tardive. La nuit était chaude et humide. La température dépassait encore 25 degrés. À 23 heures précises, Madame Levasseur, la voisine du 4e étage, une retraitée qui se plaignait régulièrement du bruit, les a croisés dans l'escalier alors qu'ils descendaient. Elle se souvenait parfaitement de ce détail parce qu'elle regardait toujours l'horloge de la cuisine avant d'aller se coucher et qu'elle avait trouvé qu'il faisait moins de bruit que d'habitude. Elle se rappelait aussi que Sophie lui avait souri et dit bonsoir poliment, ce qui l'avait surprise, car les jeunes étaient rarement aussi courtois. Ils ont marché dans les rues du quartier latin, passant devant la fontaine Saint-Michel, traversant des groupes de touristes qui traînaient encore malgré l'heure. La rue de la Montagne Sainte-Geneviève était calme, juste quelques étudiants qui fumaient devant l'entrée de la marquise. Un homme grand avec une barbe grise tenait la porte, récoltant les 20 francs d'entrée et tamponnant les mains avec un cachet violet. 3 personnes les ont vus entrer dans la salle à 23h20 environ. Le barman, Vincent Morel, se souvenait de Julien qui lui avait commandé 3 bières pression. Une étudiante en droit, Isabelle Charpentier, qui attendait que son petit ami arrive, les avait remarqués parce que Sophie portait exactement le même genre de jupe longue qu'elle aimait. Et Marc Sylvestre, le bassiste d'un des groupes qui devait jouer, les avait croisés près des toilettes, alors qu'ils revenaient des loges improvisées dans la cave. Le premier groupe a commencé à jouer vers 23h45. La salle était bondée, environ 200 personnes entassées dans un espace prévu pour 150. La chaleur était étouffante, l'humidité rendait l'air presque irrespirable. Les âmes errantes devaient passer en dernier, vers 1h du matin. Et c'est là que les témoignages deviennent flous, contradictoires, insuffisants. Personne ne peut dire avec certitude à quelle heure Julien, Mathias et Sophie ont quitté la salle. Le barman pensait les avoir vus partir pendant la pause entre le 2e et le 3e groupe, donc vers minuit 45. Mais il n'en était pas certain parce que la foule se déplaçait constamment entre la salle et la sortie pour fumer ou prendre l'air. Isabelle Charpentier jurait avoir vu Sophie près de la sortie vers 1h moins le quart, mais ne pouvait pas dire si elle partait ou si elle sortait juste pour respirer. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont jamais rentrés à l'appartement de la rue Mouffetard cette nuit-là. Catherine Mercier a commencé à s'inquiéter le vendredi 23 août vers 14h. Elle appelait toujours son fils le vendredi après-midi, un rituel établi depuis qu'il avait quitté la maison. Personne ne répondait au téléphone de l'appartement. Elle a rappelé plusieurs fois, toutes les demi-heures, jusqu'à 17h. Puis, elle a décidé de prendre le métro depuis d'Enfert-Rochereau jusqu'à Place Monge et de monter les 5 étages jusqu'à l'appartement de la rue Mouffetard. Elle avait un double des clés. Quand elle a ouvert la porte, tout était exactement comme Julien et ses amis l'avaient laissé. Les assiettes sales du dîner de la veille traînaient encore dans l'évier. La bouteille de vin était à moitié vide sur la table. Les lits n'étaient pas faits. Les sacs à dos des 3 étudiants étaient dans leurs chambres respectives. Les clés de l'appartement étaient sur la table de l'entrée. Même le portefeuille de Sophie était là, posé sur sa commode, avec sa carte d'identité et sa carte de transport. Catherine a d'abord pensé qu'ils avaient passé la nuit ailleurs, chez d'autres amis peut-être, mais l'absence du portefeuille de Sophie la tracassait. Elle a attendu jusqu'à 19h, puis a appelé André Fontaine, le père de Mathias. Il n'avait aucune nouvelle de son fils. Elle a ensuite appelé Véronique Garnier, à Tours. Le téléphone a sonné longtemps avant que quelqu'un ne décroche. Véronique était infirmière de nuit et dormait encore après son service.
Quand elle a appris que Sophie n'était pas rentrée, sa voix s'est brisée immédiatement. À 20 heures ce soir-là, Catherine Mercier s'est rendue au commissariat du 5e arrondissement, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, ironiquement à 200 mètres de la Marquise. L'officier de permanence, un homme d'une cinquantaine d'années avec des cernes profonds, a pris sa déclaration sans grand enthousiasme. Des jeunes de 20 ans qui ne rentrent pas, c'est banal, surtout l'été. Ils ont probablement prolongé la fête quelque part. Ils reviendront, madame, donnez-leur jusqu'à lundi. Mais Catherine savait, une mère sait. Julien n'aurait jamais disparu comme ça, pas sans prévenir, pas sans un coup de fil. Il l'appelait tous les vendredis, toujours. Le samedi 24 août, André et Sylvie Fontaine ont pris le premier RER depuis Montreuil jusqu'à Paris. Véronique Garnier a conduit depuis Tours dans sa vieille Renault Clio, arrivant à l'appartement vers 11 heures du matin. Les trois parents se sont retrouvés dans cet espace qui gardait encore l'odeur de leurs enfants, leurs affaires éparpillées, leur vie suspendue. Ils ont commencé à téléphoner à tous les numéros trouvés dans les carnets d'adresses. Damien Leclerc a été le premier qu'ils ont réussi à joindre. Il est venu immédiatement à l'appartement, le visage pâle, les mains tremblantes. Il leur a raconté la soirée du jeudi, le dîner, le concert prévu, son départ à 22h15. Il se sentait terriblement coupable de ne pas être allé avec eux. Peut-être que s'il avait été là, rien de tout cela ne serait arrivé. Les parents sont allés à la Marquise. La salle était fermée, mais ils ont trouvé un numéro de téléphone sur une affiche. Le gérant, Philippe Arnaud, a accepté de les rencontrer le dimanche. Il se souvenait vaguement d'avoir vu trois jeunes avec des t-shirts noirs, mais ne pouvait rien dire de plus. La soirée avait été normale, aucun incident, aucune bagarre, rien d'inhabituel. Les groupes avaient fini de jouer vers 2 heures du matin, le public était parti tranquillement. Le lundi 26 août, 72 heures après le concert, la police a officiellement ouvert une enquête pour disparition inquiétante. L'inspecteur Laurent Beaumont, de la brigade criminelle, a été assigné au dossier. Quadragénaire méticuleux avec 20 ans d'expérience, Beaumont a immédiatement senti que quelque chose ne collait pas. Trois jeunes qui disparaissent ensemble, c'est inhabituel. Généralement, les disparitions concernent une seule personne. Un groupe qui disparaît suggère soit une fugue concertée, soit quelque chose de beaucoup plus grave. Les premières semaines d'enquête ont été intensives. Les techniciens de l'identité judiciaire ont passé l'appartement au peigne fin. Aucune trace de lutte, aucune trace de sang, rien qui suggère une violence quelconque. Les relevés bancaires ont montré que personne n'avait utilisé les cartes bancaires après le 22 août. Les lignes téléphoniques n'avaient enregistré aucun appel. C'était comme s'ils avaient tout simplement cessé d'exister à la sortie de ce concert. Beaumont a interrogé tous les témoins présents à la Marquise cette nuit-là. 200 personnes, des étudiants pour la plupart, certains complètement ivres, d'autres sous l'influence de drogues douces. Les témoignages étaient fragmentaires, contradictoires. Certains juraient avoir vu Sophie partir seule vers 1 heure du matin. D'autres pensaient avoir vu Julien et Mathias sortir ensemble, mais ne pouvaient pas dire quand. Un homme affirmait avoir vu les trois amis monter dans une voiture rue Saint-Jacques, mais ne se rappelait ni la couleur, ni le modèle du véhicule. La théorie la plus plausible pour les enquêteurs était qu'ils avaient été victimes d'un crime. Peut-être avaient-ils été abordés par quelqu'un à la sortie du concert, peut-être montés dans un véhicule, peut-être enlevés. Mais par qui? Et pourquoi? Aucune demande de rançon n'a jamais été formulée. Aucun corps n'a été retrouvé. La Seine a été draguée sur plusieurs kilomètres. Les bois autour de Paris ont été fouillés par des équipes cynophiles. Rien. Les mois ont passé. L'enquête s'est progressivement refroidie, faute de nouvelles pistes. Les avis de recherche avec les photos de Julien, Mathias et Sophie ont été placardés dans tout Paris, dans les stations de métro, sur les abribus, dans les gares. Leurs visages souriants regardaient les passants indifférents qui ne les voyaient même plus après quelques semaines. Catherine Mercier a arrêté de travailler pendant 6 mois, incapable de se concentrer sur ses élèves de primaire quand son propre fils avait disparu. Elle passait ses journées à marcher dans Paris, scrutant les visages dans la foule, espérant apercevoir Julien.
Elle a rejoint une association de familles de disparus, assistant à des réunions mensuelles dans une salle de la mairie du 10e arrondissement où des parents partageaient leur douleur et leur impuissance. André Fontaine a continué sa tournée de facteur, marchant mécaniquement dans les rues de Montreuil, distribuant du courrier à des gens qui avaient des vies normales, des enfants qui rentrèrent le soir. Sylvie a sombré dans une dépression profonde, refusant de changer quoi que ce soit dans la chambre de Mathias, gardant ses affaires exactement où il les avait laissées, comme s'il allait revenir d'un jour à l'autre. Véronique Garnier a fait l'aller-retour Tours-Paris tous les week-ends pendant 2 ans, dormant dans l'appartement de la rue Mouffetard que personne n'avait voulu louer après la disparition. Elle s'asseyait dans la chambre de Sophie, lisant ses poèmes, essayant de trouver un indice, un message caché, quelque chose qui expliquerait tout. Damien Leclerc a abandonné ses études de philosophie. La culpabilité le rongeait. S'il était allé au concert ce soir-là, peut-être aurait-il pu faire quelque chose, empêcher quelque chose. Il voyait un psychologue 2 fois par semaine, parlait encore et encore de cette dernière soirée ensemble, de son départ à 22h15, des 5 étages qu'il avait descendus pendant que ses amis se préparaient. Il est devenu avocat comme ses parents le souhaitaient, mais n'a jamais vraiment réussi à se reconstruire. Les années ont passé, 1997, 1998, 1999. L'enquête est restée officiellement ouverte, mais plus personne n'y travaillait activement. Beaumont a pris sa retraite en 2004, emportant avec lui le regret de n'avoir jamais résolu cette affaire qui l'avait hanté pendant des années. Le dossier remplissait 3 cartons d'archives au sous-sol du quai des Orfèvres. En 2010, Catherine Mercier a fait une demande officielle pour que son fils soit déclaré absent. Après 10 ans sans aucune nouvelle, la loi française permettait cette procédure. Le tribunal a accédé à sa requête. Sur le papier, juridiquement, Julien Mercier existait toujours quelque part, en vie, mais absent. André et Véronique ont fait de même pour Mathias et Sophie. C'était une façon d'accepter que leurs enfants ne reviendraient probablement jamais, tout en refusant de les considérer comme morts. La vie avait continué pour tout le monde, comme elle continue toujours. Le quartier latin avait changé. La Marquise avait fermé en 2002, transformé en restaurant thaïlandais, puis en boutique de souvenirs pour touristes. L'appartement de la rue Mouffetard avait été loué à d'autres étudiants qui ne savaient rien de son histoire. Les rues où Julien, Mathias et Sophie avaient marché cette dernière nuit étaient toujours là, indifférentes, accueillant de nouvelles générations d'étudiants qui vivaient leurs propres histoires. Mais pour ceux qui les avaient aimés, le temps s'était arrêté le 22 août 1996 à 23 heures. Leur absence était devenue une présence constante, un trou béant dans leur vie qui ne se refermait jamais. Le mardi 8 juin 2021, Émilie Chevalier, 34 ans, architecte spécialisée dans la rénovation de bâtiments anciens, inspectait un immeuble délabré du numéro 53 de la rue de Belleville. La structure, construite au début du XXe siècle, avait été abandonnée depuis 15 ans après un incendie qui avait ravagé le 2e étage. La mairie de Paris avait finalement décidé de procéder à sa démolition pour construire des logements sociaux. Émilie devait évaluer l'état du bâtiment avant le début des travaux de démolition prévus pour juillet. L'immeuble était un labyrinthe dangereux. Les plafonds s'effondraient par endroits, les planchers pourris craquaient sous les pieds, les murs noircis par la suie portaient encore les traces de l'incendie. Émilie portait un casque, des gants épais et des bottes de sécurité. Elle était accompagnée de 2 ouvriers de l'entreprise de démolition qui prenaient des photos et des mesures. Au 3e étage, dans ce qui avait été autrefois un appartement de 2 pièces, Émilie a remarqué quelque chose d'étrange. Un mur qui ne correspondait pas au plan d'origine du bâtiment qu'elle avait consulté aux archives municipales. Une cloison en placo-plâtre installée maladroitement, probablement dans les années 90, d'après l'aspect des matériaux. Derrière ce mur se trouvait normalement un petit débarras selon les plans.
Par curiosité professionnelle, Émilie a demandé aux ouvriers de percer un trou dans le placo-plâtre pour voir ce qu'il y avait derrière. Un des ouvriers, Karim Benali, a utilisé un marteau pour faire une ouverture d'environ 30 cm de diamètre. L'air qui s'est échappé était vicié, confiné depuis des décennies. Il a braqué sa lampe torche dans l'ouverture. L'espace derrière la cloison était petit, environ 2 mètres carrés. Un réduit qui avait été complètement muré. Et au sol, au milieu de la poussière et des débris, il y avait quelque chose de sombre, roulé en boule, du tissu. Karim a agrandi l'ouverture, puis s'est glissé prudemment dans le petit espace. C'était un t-shirt. Noir, ou plutôt d'un gris délavé après tant d'années. Le tissu était rigide, presque cartonné, couvert de moisissures et de poussière. Karim l'a sorti délicatement et l'a posé sur le sol de l'appartement. Émilie s'est agenouillée pour l'examiner. Sur le devant du t-shirt, presque effacé mais encore visible, il y avait un logo. Un dessin stylisé représentant une silhouette humaine entourée de flammes, avec des lettres déformées en dessous. Émilie a frotté doucement le tissu pour mieux voir. Elle a pu déchiffrer « Les âmes errantes, concert 22-08-96, la marquise ». Le t-shirt portait des taches brunâtres concentrées principalement sur le côté droit, près de la zone des côtes. Des taches qui avaient pénétré profondément dans les fibres du tissu. Émilie, même sans être experte, savait à quoi ressemblaient des taches de sang anciennes. Elle a immédiatement demandé aux ouvriers de ne toucher à rien d'autre et a appelé la police depuis son téléphone portable. À 14h30, une équipe de la police scientifique du 19e arrondissement arrivait sur place. À 16h, après avoir consulté les bases de données sur les affaires non résolues, le capitaine Nadia Hamidi avait fait le lien avec la disparition de 1996. Le t-shirt a été placé dans un sac scellé et transporté au laboratoire de police scientifique de l'Institut médico-légal de Paris, quai de la Râpée. Les analyses ADN ont commencé immédiatement. Il y avait suffisamment de matériel biologique pour établir un profil génétique. Les résultats sont arrivés 4 jours plus tard, le samedi 12 juin. Le t-shirt appartenait à Julien Mercier. Les taches étaient effectivement du sang humain. Le sang de Julien Mercier. Les analyses montraient aussi la présence de 2 autres profils ADN sur le tissu, en quantité beaucoup plus faible. Mathias Fontaine et Sophie Garnier. Tous les 3 avaient laissé leur empreinte génétique sur ce vêtement. Catherine Mercier a reçu l'appel de la police le lundi 14 juin à 8h du matin. Elle avait 70 ans maintenant, les cheveux complètement blancs, le visage creusé par 25 ans d'attente. Quand le capitaine Hamidi lui a expliqué ce qu'on avait trouvé, Catherine s'est assise lentement sur sa chaise de cuisine, celle où elle prenait son café tous les matins depuis un quart de siècle, et elle a pleuré pour la première fois depuis des années. Pleurer de soulagement d'avoir enfin quelque chose, pleurer de terreur de découvrir la vérité. André Fontaine, maintenant à la retraite, souffrant d'arthrite et de problèmes cardiaques, a appris la nouvelle par téléphone alors qu'il était dans son jardin à Montreuil. Sylvie, sa femme, était décédée en 2015 d'un cancer du sein, emportant avec elle l'espoir de revoir son fils. Il s'est effondré sur son banc de jardin, le téléphone encore à la main, et a regardé le ciel bleu de juin en se demandant pourquoi il avait fallu attendre si longtemps. Véronique Garnier vivait toujours à Tours, travaillant encore à l'hôpital, malgré ses 65 ans. Elle a demandé un congé immédiat et a pris la route pour Paris le jour même. Elle devait savoir. Elle devait comprendre ce qui était arrivé à sa petite fille rousse, qui écrivait de la poésie et rêvait de devenir écrivain. L'enquête a été rouverte officiellement le 15 juin 2021 sous la direction du commandant Marc Dulac, 52 ans. Chef de groupe à la brigade criminelle. Dulac avait rejoint la police en 1995, juste un an avant la disparition, et se souvenait vaguement de l'affaire quand il était jeune gardien de la paix. Il a réquisitionné les 3 cartons d'archives des sous-sols du quai des Orfèvres et a passé un week-end entier à tout relire. L'immeuble du 53 rue de Belleville est devenu une scène de crime.
Les équipes de la police scientifique ont méthodiquement démonté la cloison en placoplâtre et exploré le petit réduit où le t-shirt avait été trouvé. Ils ont tamisé chaque centimètre carré de poussière, cherchant d'autres indices. Ils ont trouvé quelques fibres textiles supplémentaires, quelques traces de sang microscopiques sur le sol en béton, mais rien d'autre de significatif. L'analyse de la cloison elle-même a révélé qu'elle avait été construite probablement fin août ou début septembre 1996, d'après le type de placoplâtre utilisé et l'état de dégradation des joints. Quelqu'un avait muré ce réduit très peu de temps après le concert. Quelqu'un qui avait accès à cet immeuble et qui voulait cacher quelque chose. Dulac a fait des recherches sur l'historique du bâtiment. En 1996, l'immeuble était occupé par 8 familles, principalement des immigrés originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Le 3e étage où le t-shirt avait été trouvé était habité par la famille Rachidi, des Algériens arrivés en France dans les années 70. Le père, Saïd Rachidi, était maçon. La mère, Fatima, femme au foyer. Ils avaient 3 enfants. Saïd Rachidi était décédé en 2008 d'une crise cardiaque. Fatima vivait maintenant dans une maison de retraite à Ivry-sur-Seine, souffrant de démence avancée. Leurs 3 enfants, maintenant adultes, ont été localisés et interrogés. L'aîné, Karim, 47 ans, travaillait comme électricien. La cadette, Leïla, 44 ans, était infirmière. Le benjamin, Youssef, 42 ans, gérait un petit restaurant dans le 20e arrondissement. Aucun d'eux ne se souvenait de quoi que ce soit d'inhabituel en août 1996. Youssef avait seulement 17 ans à l'époque et était totalement absorbé par ses études et ses amis. Leïla était partie en vacances en Algérie avec sa mère tout le mois d'août. Karim, qui avait 22 ans en 1996, se souvenait vaguement que son père avait fait quelques travaux dans l'appartement cet été-là, mais ne pouvait pas dire exactement quoi ni quand. Dulac a ensuite interrogé les autres anciens résidents de l'immeuble qu'il a pu retrouver. Beaucoup avaient déménagé, certains étaient morts, d'autres étaient introuvables. Ceux qu'il a pu contacter ne se souvenaient de rien de particulier. Un immeuble populaire de Belleville en 1996, c'était le bruit constant, les enfants qui jouaient dans les escaliers, la vie qui grouillait. Personne ne faisait attention à ce que faisaient les voisins. La police a aussi réexaminé tous les témoignages de l'enquête originale. Dulac a retrouvé la trace de Damien Leclerc, maintenant âgé de 46 ans, avocat associé dans un cabinet du 8e arrondissement. Damien a accepté de rencontrer les enquêteurs dans un café près de son bureau le 23 juin. Il était visiblement ému de devoir replonger dans ses souvenirs. Il a raconté à nouveau cette dernière soirée, les détails qu'il avait répétés des centaines de fois au fil des années. Le dîner dans la petite cuisine, la discussion sur le concert, son départ à 22h15. Sa voix s'est brisée quand il a parlé de la culpabilité qui ne l'avait jamais quitté. Dulac lui a montré une photo du t-shirt trouvé à Belleville. Damien l'a fixé longuement, les mains tremblantes. Il a confirmé que c'était bien le type de t-shirt que Julien avait acheté pour le concert. Il se souvenait même que Julien les avait achetés dans une petite boutique de la rue des Écoles quelques jours avant le concert. Le commandant Dulac a ensuite demandé à Damien quelque chose qu'on ne lui avait jamais demandé auparavant. Est-ce qu'il avait déjà entendu parler de l'immeuble du 53 rue de Belleville? Est-ce que Julien, Mathias ou Sophie avaient des liens avec ce quartier? Damien a réfléchi longuement. Belleville, ce n'était pas un quartier où ils allaient habituellement. Le quartier latin était leur territoire, mais il y avait quelque chose, un souvenir flou. Mathias. Mathias avait mentionné une fois qu'il connaissait quelqu'un qui habitait à Belleville, un camarade de son cours de cinéma peut-être. Damien ne se souvenait plus exactement. Cette piste a conduit Dulac à éplucher les listes d'étudiants inscrits à Paris 8 en 1985 et 1996 dans le département de cinéma. Il y avait 147 étudiants cette année-là. Retrouver leurs traces 25 ans plus tard était un travail titanesque. Pendant ce temps, l'équipe scientifique continuait ses analyses. Le sang trouvé sur le t-shirt
montrait des patterns de projection compatibles avec une blessure par arme blanche au niveau des côtes. La quantité de sang suggérait une blessure sérieuse, mais pas nécessairement fatale immédiatement. Les fibres du t-shirt montraient des traces de poussière de plaque-au-plâtre, ce qui confirmait qu'il avait été en contact avec les matériaux de construction utilisés pour la cloison. Le 28 juin, une découverte importante a été faite. En analysant minutieusement le petit réduit, les techniciens ont trouvé, coincé entre deux lattes de plancher, un petit objet métallique. Une boucle d'oreille. Une simple créole en argent avec une petite perle bleue. Les photos de Sophie prises en 1996 montraient qu'elle portait exactement ce type de boucle d'oreille. La boucle d'oreille a été analysée. Des traces d'ADN ont confirmé qu'elle appartenait à Sophie. Cela signifiait que Sophie avait été dans ce réduit, que son corps, ou au moins des parties de son corps, avaient été cachées là pendant un certain temps. Dulac a organisé une nouvelle battue dans le bâtiment, cette fois avec des chiens spécialement entraînés pour détecter les restes humains, même anciens. Les chiens ont marqué plusieurs endroits dans l'immeuble, mais principalement au sous-sol. Les équipes ont commencé à creuser. Le 2 juillet, dans une cave murée du sous-sol, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, des ossements humains, 3 squelettes incomplets, mélangés, enterrés de façon grossière dans la terre battue. Les analyses ADN ont confirmé leur identité. Julien Mercier, Mathias Fontaine et Sophie Garnier. L'examen des ossements par le médecin légiste, le docteur Alain Ferrand, a révélé des informations cruciales. Julien présentait une fracture du crâne compatible avec un coup violent porté à l'arrière de la tête. Mathias avait plusieurs côtes brisées et des traces de traumatisme thoracique sévères. Sophie montrait des fractures aux vertèbres cervicales. Tous les trois avaient subi des violences importantes avant de mourir. Mais la disposition des corps et l'état des ossements suggéraient quelque chose d'étrange. Ils n'avaient pas été tués au même endroit que celui où ils avaient été enterrés. Les corps avaient été déplacés, probablement cachés temporairement ailleurs, puis transférés dans la cave avant qu'elle ne soit murée. Le t-shirt dans le réduit du 3e étage était probablement un oubli, quelque chose qui avait été laissé là par accident lors du déplacement des corps. Catherine, André et Véronique ont été informés de la découverte le 3 juillet. Après 25 ans d'attente, ils avaient enfin une réponse partielle. Leurs enfants étaient morts, ils pourraient enfin les enterrer. Mais une question restait, la plus importante. Qui les avait tués? Et pourquoi? Le 8 juillet 2021, l'enquête a pris un tournant inattendu. Un des étudiants de Paris 8 que Dulac avait réussi à retrouver, Nordine Amrani, 47 ans, maintenant professeur de lycée à Créteil, a contacté la police. Il avait quelque chose à dire, quelque chose qu'il gardait en lui depuis 25 ans. Nordine s'est présenté au quai des Orfèvres à 14 heures. Il était nerveux, les mains moites, la voix tremblante. Il a demandé la présence d'un avocat avant de parler. Dulac a compris qu'il tenait enfin quelque chose. Nordine a commencé à raconter son histoire. En 1996, il habitait chez ses parents au 53 rue de Belleville, au 2e étage. Il était étudiant en cinéma à Paris 8 et connaissait Mathias Fontaine. Pas très bien, juste un camarade de cours avec qui il partageait parfois des notes. Le 22 août 1996, Nordine devait rencontrer Mathias après le concert. Mathias voulait lui montrer des rushs d'un court-métrage qu'il tournait et avait proposé qu'il se voie tard dans la nuit. Sachant que Nordine travaillait de nuit comme vigile dans un entrepôt du 10e arrondissement et qu'il était disponible après 2 heures du matin, il s'était donné rendez-vous rue de Belleville vers 3 heures. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là n'avait rien à voir avec du cinéma. Nordine attendait devant l'immeuble vers 2h50 quand il a vu 3 personnes arriver en marchant vite, presque en courant. Julien, Mathias et Sophie. Ils avaient l'air paniqués, terrifiés. Sophie pleurait. Julien tenait Mathias par le bras, le soutenant presque. Et il y avait du sang sur le t-shirt de Julien. Nordine les a fait monter immédiatement dans l'appartement de ses parents. Ses parents dormaient, il fallait être silencieux.
Ils sont entrés dans sa chambre et Mathias s'est effondré sur le lit. Il respirait difficilement, tenant ses côtes. Sophie ne cessait de répéter « Pardon, pardon, pardon » en sanglotant. Julien a expliqué ce qui s'était passé, parlant vite, les mots se bousculant. Ils étaient sortis du concert vers 1h moins le quart, voulant prendre l'air. Dans la rue Saint-Jacques, un homme les avait abordés. La trentaine, l'air agressif, probablement ivre ou drogué. Il avait demandé de l'argent. Julien avait dit qu'il n'avait rien. L'homme avait insisté, devenant de plus en plus menaçant. Puis, il avait sorti un couteau de cuisine, avec une lame d'environ 15 cm. Il l'avait pointé vers Sophie, exigeant qu'elle lui donne son sac. Mais Sophie n'avait pas de sac ce soir-là. Elle avait juste glissé quelques billets dans la poche de sa jupe. Mathias avait essayé de s'interposer. L'homme l'avait frappé violemment au thorax avec le poing, le projetant contre un mur. Mathias était tombé, se cognant la tête sur le trottoir. Julien s'était jeté sur l'agresseur, essayant de lui faire lâcher le couteau. Il y avait eu une lutte brève et désordonnée. Et puis Sophie avait ramassé une bouteille vide qui traînait par terre et avait frappé l'homme à la tête. Fort. Plus fort qu'elle ne le pensait. L'homme était tombé, il ne bougeait plus, ils avaient paniqué. Ils n'avaient que 20 ans, 21, 22 ans. Des étudiants qui n'avaient jamais eu de problème avec la police. Sophie pensait qu'elle avait tué quelqu'un. Julien vérifiait le pouls de l'homme, pendant que Mathias, étourdi par sa chute, essayait de se relever. L'homme respirait encore, mais il était inconscient, du sang coulant de sa tempe. Ils auraient dû appeler la police, une ambulance. C'était de la légitime défense évidente. Mais, dans leur panique, dans leur terreur, ils n'ont pas pensé rationnellement. Ils ont juste voulu fuir. Mathias s'est souvenu de Nordine, de leur rendez-vous prévu. Il habitait pas loin, à Belleville. Ils ont marché rapidement, évitant les grandes rues, coupant par des ruelles sombres. Le trajet qui prenait normalement 20 minutes leur a pris 40. Mathias tenant à peine debout. Sophie en état de choc. Nordine a écouté leur histoire, horrifié. Il ne savait pas quoi faire. Appeler la police semblait la solution logique, mais Julien suppliait de ne pas le faire, au moins pas tout de suite. Il devait réfléchir, comprendre ce qui s'était vraiment passé, savoir si l'homme était mort ou non. Nordine a commis sa première erreur cette nuit-là. Il a accepté de les cacher, temporairement. Juste quelques heures pour que tout le monde se calme et réfléchisse. Ses parents dormaient profondément. Il pouvait les garder dans sa chambre jusqu'au matin. Mais vers 5 heures du matin, Mathias s'est mis à tousser du sang. Beaucoup de sang. Sa chute contre le mur avait causé plus de dégâts qu'il ne le pensait. Probablement une côte brisée qui avait perforé un poumon. Il avait besoin d'un hôpital immédiatement. Nordine voulait appeler le SAMU, mais Julien l'en a empêché. Dans sa panique, dans son raisonnement complètement irrationnel dicté par la terreur, il pensait que si Mathias allait à l'hôpital, la police serait alertée. Ils seraient tous arrêtés pour agression, peut-être pour meurtre si l'homme dans la rue Saint-Jacques était mort. Sophie était en état de choc complet, recroquevillée dans un coin, incapable de parler. Julien essayait de soigner Mathias avec les moyens du bord, des serviettes pour éponger le sang, mais c'était inutile. Mathias avait besoin de soins médicaux professionnels. À 7 heures du matin, Mathias est mort dans la chambre de Nordine, étouffé par son propre sang, une hémorragie interne massive que personne ne pouvait arrêter sans équipement médical. Julien et Sophie regardaient, impuissants, leur meilleur ami mourir sous leurs yeux. Et c'est là que tout a basculé dans l'horreur absolue. Nordine a complètement paniqué. Il y avait un cadavre dans sa chambre. Ses parents allaient se réveiller dans 1 heure. Sa vie était finie. Il serait accusé de complicité, d'entrave à la justice, peut-être pire. Il a dit à Julien et Sophie qu'ils devaient partir tout de suite et ne jamais parler de cette nuit à personne. Mais Julien a refusé. Il ne pouvait pas partir, laisser Mathias comme ça. Il ne pouvait pas rentrer chez lui et faire comme si rien ne s'était passé. Il était détruit, brisé par ce qui venait d'arriver. Et c'est là, dans cette chambre, où la lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les rideaux, que Nordine a fait l'impensable. Il a attrapé un tisonnier du petit poêle qui chauffait sa chambre l'hiver
et a frappé Julien à l'arrière de la tête. Julien s'est effondré sans un bruit. Sophie a hurlé. Nordine l'a attrapé, lui a mis la main sur la bouche, l'a plaqué contre le mur. Elle s'est débattue, griffes fend son visage, lui mordant la main. Dans sa panique, dans sa terreur absolue de voir sa vie détruite, Nordine a serré. Il a serré son cou, jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Quand le silence est revenu dans la chambre, Nordine s'est retrouvé seul avec 3 cadavres. 3 étudiants qui étaient venus lui demander de l'aide et qu'il avait tués pour protéger son propre secret. Il s'est assis sur le sol, les mains tremblantes, incapable de pleurer, incapable de penser clairement. Il avait 22 ans et venait de devenir un triple meurtrier. Il a passé la journée entière enfermé dans sa chambre, prétextant à ses parents qu'il était malade. Il a réfléchi à ce qu'il allait faire. Appeler la police n'était plus une option. Il serait condamné à perpétuité. Sa vie était finie de toute façon. Il devait faire disparaître les corps, tous les 3, et espérer que personne ne ferait jamais le lien. La nuit suivante, quand ses parents dormaient, Nordine a commencé son horrible travail. Il a d'abord traîné les corps dans le petit réduit du 3e étage, un espace dont personne ne se servait. Il a enveloppé les corps dans des couvertures et des sacs poubelles. Le t-shirt de Julien, trop taché de sang, il l'a retiré et l'a laissé dans le réduit, pensant le brûler plus tard, mais il a oublié. Pendant les jours suivants, par tranche de nuit, il a muré le réduit avec du placo-plâtre qu'il avait acheté dans un magasin de bricolage de Pantin. Son père était maçon et lui avait appris les bases du travail manuel. Il a fait le travail lentement, méthodiquement, en essayant de faire le moins de bruit possible. Puis 3 semaines plus tard, profitant que ses parents étaient partis rendre visite à de la famille en Algérie pour une semaine, Nordine a déplacé les corps. Il les a sortis du réduit, les a descendus dans la cave et les a enterrés dans le sol de terre battue. Il a muré l'entrée de cette section de la cave, créant un faux mur en parpaing qu'il a masqué en empilant des vieux meubles et des cartons devant. Et pendant 25 ans, Nordine Amrani a vécu avec ce secret. Il a terminé ses études, est devenu professeur, s'est marié, a eu 2 enfants. Il voyait les avis de recherche dans le métro et détournait le regard. Il entendait les familles à la télévision supplier pour des informations et changeait de chaîne. Il a construit toute sa vie adulte sur un mensonge, sur 3 morts qu'il avait causées dans un moment de panique absolue. Mais quand il a appris que le t-shirt avait été trouvé, il a su que c'était fini. Les analyses ADN le mèneraient au corps. Les corps mèneraient à l'immeuble. L'immeuble mènerait à lui. Il ne pouvait plus continuer à porter ce poids. Dans la salle d'interrogatoire du quai des Orfèvres, Nordine a pleuré pour la première fois depuis le 23 août 1996. Il a pleuré pour Mathias qui était mort parce qu'il n'avait pas appelé l'ambulance à temps. Il a pleuré pour Julien et Sophie qu'il avait tués de ses propres mains. Il a pleuré pour leur famille qui avait souffert pendant un quart de siècle. Et il a pleuré pour lui-même, pour le jeune homme de 22 ans terrifié qui avait fait des choix irréversibles et avait détruit 6 vies en une seule nuit. L'affaire a été rapidement bouclée après les aveux de Nordine Amrani. Les vérifications ont confirmé tous les détails de son récit. L'analyse des ossements correspondait exactement à la chronologie qu'il avait décrite. Les traces ADN dans l'ancien appartement de ses parents, maintenant habité par une autre famille, ont confirmé la présence de Julien, Mathias et Sophie dans cette chambre. Les enquêteurs ont aussi retrouvé la trace de l'agression dans la rue Saint-Jacques. Les archives de l'hôpital Pitié-Salpêtrière montraient qu'un homme, Ahmed Benziane, 34 ans, avait été admis aux urgences le 23 août 1996 à 5 heures du matin, trouvé inconscient dans la rue par un passant matinal. Il souffrait d'un traumatisme crânien sérieux, mais avait survécu. Il était sorti de l'hôpital 3 jours plus tard et n'avait jamais porté plainte, probablement parce qu'il avait lui-même des raisons de ne pas attirer l'attention de la police. Benziane vivait maintenant dans le sud de la France, remarié, sobre depuis 15 ans. Quand les policiers l'ont contacté, il s'est souvenu vaguement de cette nuit, mais ne pouvait fournir aucun détail précis.
les dommages cérébraux causés par le coup à la tête ayant effacé une partie de ses souvenirs de cette période. Nordine Amrani a été inculpé de 2 meurtres, avec préméditation pour les morts de Julien et Sophie, et d'homicide involontaire pour la mort de Mathias. Son procès a eu lieu en mars 2022 devant la cour d'assises de Paris. L'affaire a attiré une attention médiatique considérable. Les chaînes d'information continuent couvrant chaque jour du procès. La défense a plaidé la panique, l'absence de préméditation, les circonstances exceptionnelles. Le procureur a insisté sur le fait que Nordine avait eu de nombreuses occasions de se rendre pendant 25 ans et ne l'avait jamais fait, condamnant 3 familles à vivre dans l'incertitude la plus cruelle. Catherine Mercier, André Fontaine et Véronique Garnier étaient présents chaque jour du procès, assis au premier rang, regardant l'homme qui leur avait volé leurs enfants. Quand on leur a demandé s'ils voulaient faire une déclaration, Catherine a été la seule à accepter. Elle s'est levée, fragile mais droite, et a regardé Nordine directement dans les yeux. Elle a dit qu'elle ne lui pardonnait pas, qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner. Mais elle comprenait que ce qui s'était passé cette nuit-là était une cascade d'erreurs, de panique, de décisions prises dans des moments où le jugement n'existe plus. Julien, Mathias et Sophie avaient paniqué en quittant la scène de l'agression. Nordine avait paniqué face aux conséquences, et cette panique avait détruit 7 vies, pas 3. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Nordine Amrani a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle, la même durée que le silence qu'il avait gardé. Avec le temps déjà passé en détention provisoire et les remises de peine possibles, il pourrait être libéré vers 2045 à 70 ans. Les corps de Julien Mercier, Mathias Fontaine et Sophie Garnier ont été rendus à leur famille en novembre 2021. 3 funérailles ont eu lieu à quelques jours d'intervalle. Catherine a enterré son fils au cimetière du Montparnasse, pas loin de leurs anciens appartements. André a choisi le cimetière de Montreuil pour Mathias, là où toute la famille était enterrée depuis 3 générations. Véronique a ramené Sophie à Tours, dans le petit cimetière où son propre père reposait. Les 3 familles ont créé ensemble une association en mémoire de leurs enfants, aidant d'autres familles de disparus à naviguer dans le système judiciaire, à maintenir l'espoir même quand tout semble perdu. L'association s'appelle Les âmes retrouvées, un nom choisi en référence au groupe de musique qui avait donné ce concert fatal 25 ans auparavant. Damien Leclerc a assisté aux 3 funérailles. Il a pleuré pour la première fois depuis des années, libéré enfin de la culpabilité qui le rongeait. Il n'aurait rien pu empêcher. Sa présence au concert n'aurait rien changé. Les choses se seraient passées exactement de la même manière. L'immeuble du 53 rue de Belleville a été démoli en janvier 2022 comme prévu. À sa place se dresse maintenant un petit jardin public avec un banc et une plaque commémorative portant les noms de Julien Mercier, Mathias Fontaine et Sophie Garnier. Des étudiants s'y assoient parfois pour lire ou discuter, ne sachant pas l'histoire tragique qui lie ce lieu à 3 jeunes gens qui ne demandaient qu'à vivre. Le vieux t-shirt noir qui avait refait surface après 25 ans, ce morceau de tissu taché et oublié derrière un mur, a été conservé comme pièce à conviction aux archives judiciaires. Un jour, quand l'affaire sera définitivement classée, il sera peut-être détruit selon le protocole habituel. Ou peut-être sera-t-il conservé, témoignage silencieux de comment une seule nuit peut changer tant de vies, de comment la panique peut transformer des victimes en bourreaux, et de comment un secret peut peser sur une conscience pendant un quart de siècle. Cette affaire nous montre à quel point les décisions prises dans des moments de panique extrême peuvent avoir des conséquences dévastatrices et irréversibles. 3 jeunes gens sont morts non pas à cause de la violence initiale dans cette rue parisienne, mais à cause de la terreur qui a suivi, des choix faits dans la panique plutôt que dans la raison. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous pu imaginer une telle cascade de tragédies à partir d'une simple agression? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.
Laissez un like si ce cas vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse à ces histoires vraies qui nous rappellent la fragilité de nos vies.